Nous rappelons que ce shiur est consacré donc l'Ilou Nishmat de Marie Myriam Guetta, Zichrona Libracha. Voilà, Bat Bouba est née Tinsit, voilà, comme c'est marqué sur l'écran. Et donc le srout du Limud Torah que nous allons dispenser aujourd'hui soit donc un grand srout pour elle et que Bezat Hashem, elle soit mélite de faire pour nous et pour notre génération. Vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Non, moi je sais que le fils est présent pour le cours. Son fils est présent, donc voilà, il est content. Donc, voilà. Voilà, qu'il sache que la plus grande chose qu'on puisse donner pour la Neshama des parents défunts, c'est précisément davantage d'investissement dans l'Imoud Torah. Et on sait que c'est pour ça qu'on a l'habitude de distribuer l'ensemble du Limoud des Mishnayot. On distribue ça sur plusieurs personnes, de telle sorte que Mishnah, c'est Otiot Neshama, c'est les mêmes lettres que Neshama, donc Neshama s'élève auprès de Dieu. Donc, d'abord, Erev Tov à tout le monde, hein, j'espère que tout le monde est là, les élèves habituels. Et nous allons donc continuer le shiur que nous avons commencé la semaine dernière. Donc, nous avons terminé, donc conclu les halachot sur Ilchot Yichud. Peut-être que tout à l'heure, il y aura encore des questions là-dessus. Hein, je suis à votre disposition. J'ai eu encore beaucoup de questions. On rappelle d'ailleurs que c'est un cours de loi, de halachot, et que les personnes qui veulent poser des questions, c'est fait pour, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Et donc, et ensuite, nous avons terminé le shiur hier. La semaine dernière, pardon, nous avons fait un shiur en commençant donc un nouveau sujet, qui était le sujet du Bishul Hakoum. On sait que les Chachamim nous ont donné une interdiction de consommer certains mets, certains aliments cuits par un Hakoum, par un non-juif. On a expliqué les raisons, on va revenir tout à l'heure. Mais avant de revenir sur le cours lui-même, on va dire un petit mot sur le matzab que l'on vit maintenant et peut-être la troufa, le médicament, pour faire en sorte que toutes les troufotes qu'on a trouvées, le vaccin qu'on a trouvé, est un effet positif pour chacun et que le monde entier arrive au même résultat que Eretz Israël. Qui est qu'on mange sur le bar. Franchement, les enfants, ils mangent très bien, et moi aussi, hein, sur le bar. Voilà, qui est donc le pionnier qui a été pionnier dans le micros, mais bon. Les micros, s'il vous plaît, les micros. Voilà. Donc, Israël, comme d'habitude, a été le pionnier, le premier donc, à vacciner pratiquement toute la population. Et on voit qu'on commence, en Israël, la situation normale commence à s'installer. Et sachez que c'est un grand cri douche. En France, on est encore confiné. C'est vraiment très, très difficile. Et donc, rappelons que le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, nous ne savons absolument pas pourquoi, du comment de la chose. On ne sait pas. Pourquoi tout ça nous arrive, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que quand il arrive un événement négatif, Echad min ha-chaboura shemet, quelqu'un du groupe qui décède, ben kol ha-chaboura nefesh pesh b'ma'asav. Donc on doit chercher à nous améliorer. Voilà, c'est la seule chose qu'on puisse dire. Une raison, on ne sait pas. Par contre, la destruction des Beth Amikdashot, ça on le sait. Ça on le sait. Le deuxième Beth Amikdash a été détruit et n'ayant pas encore été reconstruit, ça veut dire que la raison de la destruction elle est encore. Et nous, les Gemara, c'est quoi? Eux, nos Chachamim le savent, les Tanaïm, les Émoraïm, eux, ils savent. C'est à cause de Sinatrinam. Que ce qui a l'air de nous dépasser, c'est la haine gratuite. On a du mal à avoir une vraie Avat Israël, aimer vraiment en fond prochain. Et donc, je voudrais vous parler un petit peu de ce sujet. Comment peut-être se travailler là-dessus? Chacun se travaille de sa manière, certains dans des siffrés chassidoutes, certains dans des siffrés moussard, quoi qu'il en soit, dans la Gemara. Mais je vais vous apporter un mot. C'est connu que une histoire qui est rapportée par les Mashpim. Un jour, il y avait trois amis qui se sont trouvés un mariage. Le mariage s'est passé, on a demandé les impressions à chacun. Premier dit, c'est un mariage extraordinaire. Extraordinaire. Il y avait une simcha extraordinaire. On a dansé, on a chanté, il y avait de la musique extraordinaire. Vraiment, j'étais mitragué, j'ai beaucoup ressenti
cette simcha comme depuis longtemps je ne l'ai pas ressenti. Le deuxième, on lui demande son avis. Il dit, écoute, moi, je trouvais ce mariage extraordinaire. Qu'est-ce que tu as trouvé? Ça a été l'occasion pour moi de revoir de nombreux amis. Ma classe, quand j'étais à la yeshiva, pratiquement toute la classe était là réunie. On a pu se demander des nouvelles, on était, qu'est-ce qu'on est devenu depuis la yeshiva, etc. J'ai passé ma mâche toute la fête, quelques danses, quelques musiques, mais l'essentiel, c'était parler à mes frères, à mes amis. Et donc, je suis ressorti plein d'amitié, plein d'amour pour mes vieux copains, mes vieux amis. On demande au troisième, comment était ce mariage? Moi, j'ai trouvé ça vraiment... Très souvent, la présentation du mariage est médiocre. Et là, c'était extraordinaire. Les tables étaient présentées de manière extraordinaire. Un bouquet de fleurs choisi sur chaque table. Les nappes extraordinaires. La vaisselle extraordinaire. Et il était resté bête pas à l'autre sur le tiferet, sur la beauté du mariage. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a des chiluk kedeot? Est-ce qu'il y a des avis différents sur ce mariage? Ben oui, chacun l'a trouvé quelque chose de différent. Si vous regardez bien, ils ont assisté au même mariage. Mais comme on dit en français, ils ont vu selon leur point de vue. Regardez le mot point de vue en français, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, on traduit selon son opinion. Un point de vue, ça veut dire une opinion. Non, regardez le mot. J'ai un point de vue. On a un beau paysage. Une personne se trouve sur la montagne et contemple le paysage. Une autre personne se trouve sur la colline, une colline beaucoup moins haute, et regarde, contemple le paysage. Une personne se trouve dans la vallée au fond et contemple le même paysage. Chacun va sortir un tableau, 3 artistes complètement différents. Pourquoi? C'est le même paysage, la même chose. Mais c'est 3 tableaux différents. Chacun, c'est l'expression de chacun, ce que chacun a vu, son point de vue. C'est le point où il était, où il a vu la chose. De là, on voit quelque chose d'extraordinaire. On ne trouve à l'extérieur que ce qu'on a en soi. J'ai ce point de vue, ça veut dire cette vision de la montagne, je la représente. Celui qui est en haut, il a une autre vision, je la représente. Ce que l'on sort à l'extérieur, c'est ce qui est en nous. Il y en a un Baal Simcha, un homme toujours en joie. Yivdou et Hashem besimcha. Ce qu'il a apprécié de ce mariage, ce qu'il a vu le bon dans ce mariage, c'est ce qu'il avait en lui. On verra pourquoi tout à l'heure, par quel mouvement de la Neshama cela marche. Le deuxième, qu'est-ce qu'il avait? Un homme qui avait un gros cœur, beaucoup d'Avat Israël. Il avait de grands souvenirs avec ses amis de Sakita, les blagues qu'ils faisaient, comment ils ont appris ensemble, les bêtises même qu'ils ont faites, les bonnes bêtises des Shem Shamaim pour être Bessimcha quand on allait Shiva. C'est ça qui se rappelait. C'est toutes les discussions. Il a parlé avec chacun de ses copains. Le troisième, c'est un Baal Tiferet, un artiste, quelque chose qui aime le beau. Ce qu'il a vu dans ce mariage, bien sûr, il a vu la Simcha, le premier. Bien sûr, il a vu l'amitié, il a vu des amis. Mais ce qu'il a touché, ce qu'il a marqué, c'est la beauté. C'est l'expression de ce qu'il a à l'intérieur. Ce que tu as vu à l'extérieur, c'est ce que tu as en toi. C'est un yesod qu'on voit souvent dans la Torah. Si tu as du bien en toi, tu verras le bien de l'autre. Si tu as le contraire du bien en toi, tu verras le contraire du bien chez l'autre. Il y a beaucoup de mekorot, beaucoup de sources sur ce yesod-là. Je vais vous apporter une histoire qui est rapportée. Mashpim souvent raconte cette histoire. C'est à l'époque du Rabbi Maharash, il y a quelques jours, c'était donc Saïloula. Et 2 chassidim qui habitaient très très loin de Lubavitch, très loin, qui étaient de la ville de Odessa. C'est une ville qui est connue chez les chassidés Breslev, c'est connu. Ces 2 chassidim, après une grande route, se retrouvent chez le Rabbi. Et ils ont le srout d'être reçus en Yechidout. Ils rentrent, après une certaine attente, le Rabbi demande: donne-moi des nouvelles des Juifs d'Odessa. Et le chassid de répondre: ah Rabbi, c'est vraiment extraordinaire. Vous viendrez à la choule, vous voyez des gens qui étudient, des gens qui prient Barichout, qui étudient Chassidut avant la Tfila. Et puis, dès qu'il y a un problème dans la Keïla, tout le monde s'investit, tout le monde se mobilise pour aider celui qui est en difficulté.
Ashoshat Varim Haolam Omed. La Torah, il y en a. La Avoda, la prière, il y en a. Gmilut Chassid, il y en a. Le Rabbi Maharash fait un grand sourire. Il tire 10 roubles, c'est une grosse somme, paraît-il. Je ne sais pas ce que ça représente de nos jours. 10 roubles, et il donne 10 roubles à ce chassid. Il dit voilà, Nichamtani, tu m'as donné de la joie, Simartani, tu m'as donné de la simcha. Et le chassid quitte le Rabbi Laïchidout. Après, il y a son ami qui vient, notre chassid. Il avait entendu la question du Rabbi, donc il avait préparé une réponse. Il s'est dit moi, je vais être franc, je vais dire les choses claires, et je sais que le Rabbi, c'est Ish Yachar, Ish Emet, un Rabbi, c'est Ish Emet, il va admettre la vérité. Il y a la vérité. Le Rabbi lui pose la même question, il lui dit donne-moi des nouvelles des Juifs de Odessa, comment ça marche là-bas? Le deuxième chassid répond Rabbi, je suis obligé de vous dire la vérité. C'est vraiment loin de ce que vous pourriez imaginer. Il y a très peu de personnes qui prennent le temps d'étudier. Au Minyan, pas beaucoup. Son chassid notamment la tuila, son maharir betfila. Quand il y a des problèmes dans la Keïla, certes, on trouve toujours des personnes qui sont là pour aider, mais dans l'ensemble, c'est très difficile. Il faut quelquefois que le Rav tape sur la table pour essayer de réunir une somme pour aider veuves, orphelins, khala, etc. Voilà, je suis obligé de vous faire ce bilan. On peut s'améliorer, certes, mais voilà, ce n'est pas un bilan très réjouissant. Le Rabbi ouvre son tiroir, il tire de son tiroir une pièce d'1 rouble et il donne au chassid. Imaginez la confusion, la déception du chassid qui s'imaginait à recevoir 100 roubles. Alors, il avait dit, Mamash, Dvarim Amitim, des choses vraies. Il n'a pas pu s'empêcher, tout chassid qu'il était, tout bitoul qu'il était par rapport à son rabbi, il a dit, mais rabbi, je ne comprends pas. Le premier vous a dit beaucoup de choses qui, bon, il n'osait pas dire que ce n'était pas vrai, mais il y a beaucoup de choses comme ça, et moi, je vous ai dit toute la vérité, j'ai fait un vrai compte-rendu fidèle, et vous me donnez un seul rouble. Le rabbi de ses yeux profonds le regarde, il lui dit, tu t'imagines que je ne sais pas ce qui se passe à Odessa? J'ai attendu que vous veniez me voir pour savoir quelles sont les nouvelles des Juifs d'Odessa. Je sais ce qui se passe à Odessa. Hormis le fait qu'il y a des chassidim de là-bas qui viennent me voir. Quand je vous ai posé la question, ma question c'était Be'eze Odessa ata chai. Dans quel Odessa tu vis? Est-ce que tu vis dans l'Odessa de celui qui étudie à Malatfila, qui est pris Barichou, qui étudie la Torah, qui fait des Gminot Chassadim, ou bien tu es dans le groupe qui font moins de l'un, moins de l'autre, moins des trois choses? C'est ça ma question. Le premier m'a fait un compte-rendu positif. Ça veut dire que c'était l'expression de ce qu'il est. Ce qu'il voit à la choule, c'est des gens qui prient Barichut. Parce que lui, prie Barichut. Il voit les choses qu'il a en lui. Ce que l'on voit, c'est le reflet de ce que l'on est. C'est un yesod qu'il faut bien comprendre. Pour ça, je me permets de prendre quelques minutes sur le cours de l'Akha pour essayer de diffuser ce message. Ce qu'on voit à l'extérieur, c'est l'expression, on verra pourquoi c'est comme ça après. C'est l'expression de ce que l'on est soi-même. Tu es joyeux comme celui qui était au mariage, il n'a vu que la joie dans le mariage. Tu es chèvre, tu aimes tes amis, alors ce que tu as vu au mariage, c'est que tes amis que tu aimais tant. Le troisième, tu es un artiste, tu aimes le beau, la seule chose que tu as vue, c'est le beau qu'il y avait dans ce mariage. Et chaque chose était vraie, chaque chose était seulement, comme j'ai dit au début, c'est un point de vue, une manière de voir la vérité. Les deux vérités que j'ai entendues des deux chassidim est vraies. Il y en a beaucoup qui étudient bien et qui prient bien et qui font beaucoup du Gminot Chassadim. Il y en a que certains moins. Le premier m'a dit la chose qu'il vit, de quel Odessa, de quel Chelek, de quelle partie de la Keïla de Odessa tu es. Et ça, hein, en me dévoilant tous les défauts qu'il y avait là-bas, c'est que ces défauts, ils étaient chez toi. La phrase que vous la connaissez, hein, Kol HaPosel mi Beboum Posel. Celui qui invalide quelqu'un, c'est qu'il a l'invalidité lui-même. Alors maintenant, la question qui se pose dans cela, hein, c'est comment ça se fait? C'est quoi ce système? Quoi ce système? Quelqu'un qui
qui voit toujours le bien, c'est qu'il a le bien en lui. Celui qui voit le mal, il a le mal en lui. Pourquoi c'est comme ça? Ça, pour ça, on a besoin de la chassidoute pour comprendre. Je ne suis pas, rassurez-vous, je ne suis ni psychiatre ni psychologue. Hein. Je vous dis toutes les choses qui sont écrites dans nos sfarim. Le Baal Shem Tov nous dit que sur chaque chose qu'on voit à l'extérieur, il faut le prendre pour soi. Si tu vois une méchanceté, c'est que cette méchanceté est en toi. Ma pitom. Je ne peux pas voir une personne qui bat un autre, qui injurie un autre sans que je sois potentiellement capable d'injurier. Ça veut dire quoi? Il y a bien des gens, des tzadikim qui ont vu des scènes désagréables, des scènes négatives. Certes. Mais le tzadik qui a vu la scène négative, il n'a pas vu la scène. Il n'a pas vu la scène négative. Le meilleur exemple, il est dans la Torah. Tout est dans la Torah. Quand il y a eu toute l'histoire tellement négative de Noach, avec la chose très négative que lui a fait son fils, les autres fils, Ve'ervat aviem loraou, ils n'ont pas vu la faute que leur père avait fait. Ils n'ont pas vu, c'était visible devant leurs yeux. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Ils n'ont pas vu le côté moral qu'il y avait là-dedans. Ce n'est pas le côté moral qui les intéressait. Ce qui les intéressait, c'est comment couvrir la nudité. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je vois quelqu'un qui frappe un autre, qu'est-ce que je dois faire? C'est tout. Pourquoi penser il frappe, il est méchant, il a la mauvaise midote? Qu'est-ce que je dois faire pour que le premier ne frappe pas le deuxième? Ervat aviem, la nudité de leur père était découverte. La seule chose qu'ils ont vue, ils ont marché à reculons, ils ont couvert. La seule chose qu'ils ont vue, c'est quoi faire, c'est tout. Et c'est ce que font tous les shlochim. C'est comme ça qu'on a tous été éduqués par le rabbi. Quand on va dans des kilotes lointaines, il y a des gens qui sont très très loin, qui font du lashon hara, qui font plein de choses négatives si on regarde le Shulchan Aruch. Mais on nous a appris à ne pas voir ces choses-là. Ce que l'on voit, c'est les choses positives qu'ils ont en eux. Leur parler des choses positives. Quand vous leur parlez des choses positives, vous extirpez d'eux la positivité. Et la négativité d'elle-même, elle va partir. C'est ça le principe de Baal Shem Tov. Si je vois quelque chose, c'est que cette chose, je l'ai en moi, c'est un miroir de ce que je suis, et donc je dois me travailler là-dessus. Si chaque fois que je vois des personnes qui font de la shonara, ils font toujours de la shonara, je dois chercher si moi-même je fais de la shonara. Si je vois une personne qui est feignante, ça me vient comme ça, plusieurs exemples qui me viennent. Une personne qui est feignante, elle est batlane. Quelle est batlane, c'est là. Je dois chercher en moi combien je suis batlane dans ma journée. C'est ça le grand principe que la Chassidut nous enseigne. Et vous savez que si on se travaille là-dessus, la vie change. On s'habitue, toutes les choses négatives, on ne voit que la chose que l'on peut être métaken. Vous demandez à tous les enseignants, c'est comme ça qu'on fonctionne. Au Hachem, j'ai le sroud d'avoir toujours été dans ma carrière enseignant. Un enseignant, il sait très bien qu'il y a des bons élèves et des moins bons élèves. Il y en a qui sont brillants, il y en a qui sont moins, il y en a qui sont feignants, il y en a qui sont courageux. Alors l'enseignant, c'est de quoi faire? De faire un groupe, premier, deuxième jusqu'au 30e. Les premiers sont bons, les derniers ne sont pas bons. Si c'est ça un prof, il doit changer de métier. On n'est pas prof alimentaire. On a un prof quand on a une vocation, quand on a envie de changer des gens. Sinon, on change de métier. C'est un peu dur, mais c'est comme ça que ça marche. Si on n'est pas un prof pour l'argent, bien sûr, il faut être payé, il faut vivre, mais on est un prof parce qu'on a la vocation. Et on sait que chacun des élèves que Dieu nous a transmis, il y a quelque chose à faire avec eux. Il a un défaut, je vais voir quel est son défaut, et ça, j'ai le droit de voir son défaut, mais pas pour savoir faire la liste des défauts et lui donner une note. Je vois ses défauts pour savoir comment les arranger. La seule chose qui m'intéresse, c'est comment arranger la chose, comment être métaken la chose. Vous connaissez toute l'histoire que l'Admor Amtsaï, le fils de l'Admor Azaken, une fois, il n'arrivait pas à répondre à une question d'un chassid. Finalement, il s'est enfermé dans son deuxième bureau, il a transpiré, il a pleuré. Finalement, il est venu, il a répondu. Le chassid m'a demandé pourquoi tu es allé pleurer pour répondre à ce chassid. Il leur a dit un mot que nous-mêmes, on a du mal à comprendre, mais il dit parce qu'il m'a présenté une vie tellement grosse, tellement négative, tellement basse, voilà, tellement grossière, voilà, c'est le mot, que je n'arrivais pas à trouver en moi une ombre de cette chose pour pouvoir l'aider. Or, pour l'aider, il faut que j'ai ça en moi. Donc, on va chercher en soi ce qui manque à l'autre pour essayer de le corriger. Ça, c'est un grand enseignement. Donc, ça veut dire quoi? Il faut toujours être Bessimcha, toujours être Chevrati, comme les trois exemples que j'ai apportés tout à l'heure.
Tu vas dans un mariage, tu vas chercher la simcha parce que tu l'as en toi. Tu vas chercher les amis parce que tu as l'amitié en toi. Tu vas chercher la beauté parce que tu as la beauté en toi. La Torah veut qu'on, le tiferet, elle veut aussi ça, ça fait partie des midot du clan Israël, le tiferet. Donc, vous voyez, c'est une question de point de vue, il faut toujours avoir le point de vue positif. Lire Hot Tov. Nessor, les Shonachan Mera, nous dit le Teilim, de David Amer dans le Teilim, lire Hot Tov, voir le bien. Et c'est ce que font tous les shlochim. Pourquoi ils sont aimés les shlochim? Ils ne sont pas allés dans une kila lointaine pour regarder les défauts des gens. Et il va dans une ville lointaine pour, au contraire, mettre en valeur les qualités qu'ils ont. Et Baruch Hashem, tous les Yehudim, tout le clan Israël a des qualités. Il leur extirpe les qualités et en extirpant les qualités, Mimela, sans être obligé d'aller être mechaté, de gratter les défauts, et bien les défauts, ils vont s'estomper. Donc, retenez ça, messieurs, il faut travailler. Si vous êtes de tempérament, ça peut arriver. Hein. Allez, on va dire un mot que vous connaissez. Si vous êtes tempérament Mchaneuf, vous connaissez ces mots-là, comme ça, un peu râleur, pas de bonne humeur et tout, il y a un travail à faire. Le matin, tu te réveilles comme ça, ben, tu as un travail à faire. Eh ben, tu vas inventer des moyens. Un, il va trouver un moyen en écoutant une musique. Un autre, il va dire un teilim. Un autre, il va faire une cabriolet, il va faire un peu de sport. Mais chacun va se trouver quelque chose pour enlever ce côté de la négativité qu'on a en nous. C'est très dur, très dur. Mais c'est indispensable. C'est un travail qu'on doit faire. Dès qu'on commence modéani, on sait qu'on a Dieu avec nous et il va nous aider. Donc, c'est un jour, comme on dit, de mauvaise humeur. Attention, il ne faut pas lui parler aujourd'hui. Ça ne doit pas exister. Il faut une constance. Hein, le émet, c'est la constance. La constance, c'est très dur à obtenir. Tout un chacun doit savoir quel jour on est de bonne humeur, des jours on est moins. C'est évident, c'est la nature humaine. Mais si on se travaille pour toujours regarder le bien qu'on a en nous, et quand on voit le bien qu'on a en nous, on voit le bien qu'on a chez l'autre aussi. Parce que l'autre, de toute façon, c'est le reflet de ce que l'on est. Voilà, messieurs, mesdames, le mot que je voulais vous dire. J'en ai parlé, je ne vous cache pas, j'en ai parlé au Famayen, c'est ce Shabbat. Donc, Zerbi. Voilà. Ce sont des... Pardon? Donc, ça veut dire qu'en résumé, l'estime de soi-même est très importante. C'est très, très important. Il faut avoir l'estime de soi-même. Quand on a quelqu'un qui est content de ce qu'il est, il n'aura pas du mal à trouver le bien chez l'autre. Quelqu'un qui n'est pas content de lui, il verra que les défauts de l'autre. C'est ça le point. Il faut être content. Et même, vous allez dire, il y a des gens qui n'ont pas de dafka réussi, ni dans l'argent, ni dans la chorma et tout. Mais bon, Hachem, tous les juifs, ils ont des qualités. Il faut chercher les qualités que l'on a, s'estimer. Je fais une petite chose. Imaginez une personne qui arrive à finir un pérec, quelqu'un qui a beaucoup de mal dans l'étude. Il arrive à finir un pérec de Rambam, mais il doit faire des cabrioles toute la journée. Il fait ce que le rabbi demande et il apprend toute la Torah Kula. Vous voyez? Et ça, c'est une estime de soi énorme. Et il y a d'autres qui font le chasse tous les ans. Oh, tant mieux, Chazak, je et alors? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui peut finir le chasse tous les ans, faire 7 dapim par jour. Mais je fais mon Rambam. Ça peut être autre chose. Une fois par semaine, je me force à faire une fila comme il faut. Je reste un quart d'heure de plus, 5 minutes de plus. C'est ce que nous demande Hachem. L'estime de soi. Et encore une fois, ceux qui sont épanouis ne voient que le bien. Ceux qui ne sont pas épanouis, ils voient le mal chez les autres. Parce que l'autre, c'est le reflet de ce qu'on est. C'est tout. Donc, si on est bien, c'est connu que les mashpim, les gens qui ont de l'influence sur les autres, c'est des gens qui ont un épanouissement personnel. Et quand on dit épanouissement, ça ne veut pas dire riche, beau, intelligent. Mais ils sont un chassid. Il faut faire la volonté de Dieu. Ça veut dire faire les horreurs du rabbi. C'est tout. Tu fais ce qu'il faut, tu es content. Tu estimes toi-même et donc tu estimes le clan Israël. Voilà, messieurs. Donc, comme on dit, l'id bonen, hein, à méditer et à travailler là sur ça. Toujours la bonne humeur, toujours la joie. Hein, toujours le chebratiout, hein, quand on est à la choule, dire bonjour à chacun, et être proche des gens, et quand on voit un qui n'est pas bien, demander qu'est-ce qui t'arrive, tu as un problème et tout, n'hésitez pas, hein, l'empathie, hein, les nouveaux mots là qui sortent, l'empathie c'est très très important, sans sentir que l'autre il a besoin. Voilà, nous allons venir maintenant donc à notre shiur sur le Bishulakoum. Nous avons dit donc la semaine dernière, je vais vous résumer en 2 minutes, il y a 2 raisons pour l'interdiction de nos Chachamim. Chachamim nous ont interdit de manger un certain nombre, pas tous, mais un certain nombre d'aliments cuits par un non-juif.
Exemple de la viande. Un juif qui nous fait cuire un non-juif qui nous fait cuire un beefsteak, on ne peut pas manger le beefsteak. Ça c'est clair. Nous avons dit deux raisons la semaine dernière. La première raison, c'est Mishum Khatnout. Manger de la cuisine cuisinée par eux, même si on a bien vérifié la cacheroute, ça crée des contacts, ça crée une amitié. Et nos sages veulent créer une certaine distance avec les non-juifs à cause de Khatnout, des mariages mixtes et des conséquences extrêmement négatives. Deuxième raison, c'est on a du mal à faire confiance à un non-juif dans la cacheroute, même si c'est un homme honnête. Pourquoi? Parce que comme il n'est pas concerné, c'est tout simple. Il aura du mal à imaginer qu'un jour, vous lui demandez de faire de la viande et un jour, par mégarde, il y a une goutte de lait qui est tombée dans la viande. Et il est au courant. Il ne comprend pas l'importance. Il n'a pas envie de vous le dire parce que pour lui, ce n'est pas important. Ce n'est pas cette goutte de lait qui va vous empoisonner. On ne peut pas lui faire confiance parce qu'il n'est pas concerné par la chose. Même si je parle d'une personne de confiance. Mais quand même, ça ne le concerne pas. Donc, ça, c'est la deuxième raison. Le nafkamina, la différence entre les deux raisons, c'est que s'il y a de la cuisine qui a été cuisinée par une personne qui n'est pas chômeur Shabbat, qui prend la voiture Shabbat, qui fume Shabbat, etc., etc. Vous savez qu'il prend un statut de non-juif, c'est un statut, hein, c'est un juif à 100%, mais il prend un statut de non-juif pour certaines halakhot. Donc, une personne qui met le Shabbat et qui vous accueille. J'ai eu des téléphones cette semaine des gens du Chiour qui m'ont dit que ça leur arrivait. Il y a la tante, la grand-mère qui pendant de nombreuses années, leur a fait à manger. Elle les cuisait. Alors, d'après cette raison que de Khatnout, du mariage, c'est pas grave. Si c'est la grand-mère, la tante, elle est juive. C'est vrai qu'elle ne respecte pas Shabbat, mais elle est juive. Donc, au pire, on va se marier avec ces gens-là. Eh ben, c'est des juifs, donc c'est pas grave. Par contre, d'après l'autre raison, schéma, il y a un rêve d'avarasso, de peur qu'il va mélanger quelque chose d'interdit, ça on peut craindre. Une personne qui ne respecte pas Shabbat, qui prend la voiture Shabbat et tout, encore une fois, on peut imaginer qu'il ne va pas faire exprès de vous mettre du beurre dans la viande, c'est sûr que non. Mais il ne peut pas avoir la zéhiroute, l'attention, la hirat shamayim suffisant pour que s'il y a un problème, d'être prêt à ajouter 10 kilos de viande parce qu'il y a eu un problème, parce qu'il y a du lait qui est tombé dans la viande. Vous voyez, on ne peut pas leur faire confiance. Donc pour cela, d'après cette deuxième raison, même si c'est la tante ou la grand-mère qui n'est pas chômeur et Shabbat, on ne pourrait pas manger de ça, sa cuisine. Et je vous ai dit, bon, je conclus, ce qu'on a, la conclusion de la semaine dernière, c'est qu'on tient essentiellement sur la première raison. Ça veut dire Khatnout. Ça veut dire que Bedi Avad, si quelqu'un de la famille qui n'est pas chômeur Shabbat vous accueille quelque chose, Bedi Avad, c'est caché. On peut le manger. Bedi Avad, la vaisselle reste cachée. Parce qu'il y a des conséquences aussi sur la vaisselle. Cependant, pourquoi je dis Bedi Avad, a posteriori? Parce que les khatrila, on fait attention à l'autre raison. Peut-être qu'il a mélangé des choses pas cachères. Donc, on fait attention, donc on évite. Si vous avez une grand-mère, une tante, un ami, un oncle, un cuisinier qui vient chez vous, il a envie de faire la révolution, vous faire un gros repas à la maison, c'est mieux d'éviter. Et s'il insiste, il a de l'influence, on a peur de lui faire honte, et bien au moment où il fait cuire ce qu'il fait cuire, une personne de la famille ira prendre une cuillère et touiller un petit peu ce qui est en train de cuire. Ou bien s'il fait de la viande, il retournera une fois la viande. Poisson, pareil. Vous voyez? Donc, je vous rassure, si ça vous est arrivé une chose comme cela, qu'une personne de la famille non chômeur Shabbat a pris l'habitude de vous faire des omelettes, des œufs sur le plat, etc., Bedi Avad, votre vaisselle reste cachère et ce qui a été mangé, c'était quand même caché. Voilà, Bedi Avad. Mais le khatrila, on évite. Voilà, je finis. Le premier point qu'on a évoqué donc, la semaine dernière. Deuxième point que l'on va voir maintenant, c'est comment faire pour contourner cette interdiction. La tante, la grand-mère, l'oncle qui vous fait à manger à la maison, il a des dons culinaires extraordinaires, c'est dommage de ne pas en profiter. Et d'un autre côté, il n'est pas chômeur Shabbat. Je connais un cas où la tante, elle a dit, écoutez, moi je suis prêt à vous faire toute la bar mitzvah, je vous fais toute la bar mitzvah, mais je ne suis pas chômeur Shabbat, donc c'est comme vous voulez, mais je suis prêt à le faire. Bon, eh bien, il y a une solution. Sur ça, la solution, si donc, même un goy, je parle de non chômeur Shabbat, c'est un petit exemple, mais le goy qui est chez vous,
on amène une cuisinière à la maison qui va vous faire toute la cuisine, tout le repas. Sur cela, il y a une marloquette entre le Mechaber et le Rama, une marloquette entre le minag des Sfaradim et le minag des Ashkenazim. En l'occurrence, le minag des Ashkenazim est plus léger, moins mahmir, plus cool que le minag des Sfaradim par le Beth Yosef. Je m'explique. Pour le Rama, Moshe Isserlin, donc le grand possédé Ashkenaz, et le Admour Azaken suit le Rama bien sûr, il suffit que le feu, la gagnère, soit allumée par un juif. Donc, il y a 4 gaz dans la gazinière, vous allumez les 4 gaz, et puis le goy, la femme de ménage ou la cuisinière, elle vient, elle peut vous faire cuire tout ce que vous voulez. C'est elle qui posera les plats sur le feu. Donc, c'est elle qui va cuire, parce que cuire, c'est pas allumer le feu, cuire. Cuire, c'est poser les plats crus sur une source de chaleur. Eh bien, c'est elle qui fera la cuisson, mais comme vous avez participé à la cuisson en allumant le feu, ça suffit. Donc, pendant de très, très nombreuses années, on avait de très bons Herchérim dans la région parisienne, dans d'autres régions, où le chômeur, celui qui gardait la cuisine, il venait de bonne heure, il allumait les feux et il laissait le goy travailler. Bien sûr, il restait aux environs de la cuisine, il rentrait, il sortait, pour être sûr qu'il n'y ait pas de mélange. Mais le fait que le chômeur ait allumé le feu, il avait sauvé complètement du problème de bichoul akoum, cuisson par un goy. Pour le Beth Yosef, donc pour les Sfaradim, ils sont plus mahmir. Pour eux, ce n'est pas encore cachère. Le fait que le chômeur, que le juif a allumé le feu n'est pas suffisant. Il faut vraiment participer à la cuisson. C'est quoi la cuisson? C'est aider la transformation, aider avec ses mains, avec une peoula du corps de l'homme, une action du corps de l'homme, aider, favoriser, accélérer la cuisson du mets, de la nourriture. Ça veut dire que si le goy, par exemple, a mis un ragoût, des légumes et de la viande sur la gazinière, allumée par le juif, ce n'est pas suffisant. Il faut que le chômeur aille, pas beaucoup, une fois, 2 fois, il prenne une cuillère et commence à touiller, à remuer le mets, à remuer tout le contenu de la casserole. Et je ne vous cache pas que de nos jours, dans les bons herchérim, dans la région parisienne et ailleurs, le rave qui donne son hercher, il est makpid de nos jours à être qui d'après toutes les chitotes, parce qu'il sait très bien qu'il y a des sfaradim froum engagés qui tiennent à être qui d'après le Beth Yosef, et donc on demande toujours au chômeur de touiller un petit peu les plats, ou bien carrément de mettre la marmite lui-même sur le feu. Si c'est le juif qui met la marmite sur le feu, c'est ça qui cuit finalement. Même si le goy continue, mais il a mis déjà la marmite sur le feu. Ou bien quand il n'a pas le temps, c'est le goy, le cuisinier qui met les assiettes, les casseroles sur le feu, alors le chômeur, il suffit qu'il fasse une petite pole, une plus petite action de remuer et ça suffit. Donc retenez bien que quand on a besoin d'une cuisinière, il peut arriver, j'ai vu dans beaucoup de maisons, on fait venir une cuisinière d'origine marocaine, par exemple, qui sait faire des gâteaux, des bonnes choses, des mets que les Marocains aiment bien, par exemple. Eh bien, on fait plus qu'allumer le feu. On allume nous-mêmes le feu, mais elle est au courant, elle dit venez remuer un petit peu les mets, etc. Donc on remuait un petit peu, ou bien on met nous-mêmes les marmites sur le feu. Voilà. Ça, c'est donc comment faire pour éviter donc ce problème de bichoul goy. Maintenant, je vais parler maintenant des aliments qui tombent sous la coupe de l'interdiction de bichoul akoum. Des fois, je dis bichoul goy, des fois, je dis bichoul akoum, c'est la même chose. Les aliments qui sont interdits, ce sont des aliments chashuvim importants, je vais définir tout à l'heure. Et deuxièmement, des aliments shenam mechalim chaim, qui ne sont pas mangeables crus. Il faut les 2 conditions pour que ce soit interdit. Si vous n'avez qu'une seule condition, c'est permis. Alors, récapitulons. Imaginez que vous ayez des aliments qui sont mangeables crus. Une petite liste déjà.
qui sont mangeables crus. Je vous donne un exemple, des fruits. Des fruits. La goyale vous fait compote de pommes, compote de pois, des fruits au sirop. On trouve des fruits au sirop en boîte, ça s'achète. Si on a vérifié que la composition de ces fruits au sirop, elle est parfaitement valable, le fait que ces fruits, les poires, les pêches, les pommes qui sont cuites au sirop, eh bien, c'est parfaitement permis de les manger, même ça a été cuit par un non-juif. L'idée, je vous donne quand même l'idée. L'idée, c'est que dans la mesure où ces fruits ou ces légumes, cet aliment, il était mangeable cru, cela induit que la cuisson n'a pas eu une toula, n'a pas eu un effet positif, un chevar, on dit, extraordinaire. De toute façon, c'est meilleur peut-être cuit, mais de toute façon, c'était mangeable. Donc finalement, la cuisson du goy n'a pas ajouté quelque chose d'essentiel. Par contre, quelque chose qui n'est pas mangeable cuit, la viande par exemple, qui est mangeable cuit, sans la cuisson, c'est immangeable. On ne croque pas un beefsteak, d'accord, un beefsteak cru, ça ne se croque pas. Je vous donne un gros poisson, un merlu, cru, il n'y a pas croqué dedans. Donc le fait de steak tartare. Steak tartare. Oui, le steak tartare. Mais d'abord, le steak tartare, c'est beaucoup travaillé. Et puis, pas tout le monde a le bien fait de manger des steaks tartare. Je sais qu'il y a ça qui le font. Mais il n'en reste pas moins qu'à part des cas très, très spéciaux, comme le poisson d'ailleurs, comme on fait maintenant des sushis et tout, ils en font des lamelles très fines, etc. Bon, des fois, on peut le transformer tel que le côté cru ne nous dérange pas tellement. Mais de manière générale, je vous apportais un pavé de saumon cru, je voudrais voir comment vous allez le manger. Et pas le manger. Un vrai pavé de saumon cru, ma pitome. Encore s'il est mariné, c'est autre chose, mais c'est cru, l'immense. Et si certains le mangent, alors on dit bon, bétella data, mais c'est le colada, il y en a peut-être, mais je veux dire, le rove du monde ne va pas manger un pavé de saumon cru, c'est sûr. Bon, donc, première chose, donc, il faut que ce soit des aliments qui ne sont pas mangeables crus. Là, c'est assaut. Mais si c'est mangeable cru, c'est permis. Donc, une liste de choses mangeables crues, la majorité des fruits, beaucoup de légumes, des carottes par exemple. On achète encore, bon, en Israël, vous avez tout avec Hercher et tout, mais bon, en France, vous regardez sur les listes, il y a des pots de carottes qu'on donne aux enfants, aux bébés, sans Hercher. On voit, il n'y a que de la carotte écrasée dedans et cuite, mais c'est cachère. Bien sûr, on a vérifié dans les usines, ce n'est pas fait dans les mêmes étuves. Bien sûr, il peut y avoir maintenant quelquefois de l'eau qui chauffe et de l'eau qui n'est pas cachère. Mais bon, je ne rentre pas dans ça. On a vérifié qu'il n'y a que du légume. Alors, vous avez des pots de carottes, c'est mangeable. Des tomates, c'est mangeable. Donc, si on a des tomates, des tomates pelées, des tomates écrasées, la sauce tomate, si on a vérifié qu'il n'y a aucun ingrédient non cachère dedans, il n'y a pas de problème que c'est été cuit par des non-juifs. Une autre, il y en a plusieurs qui me viennent en tête, des champignons. L'immense majorité des champignons, surtout tous les champignons que je connais, sont mangeables crus. Donc, si on achète des champignons qui sont cuits par des goyim, si on est sûr et certain, bien sûr, je ne prends aucune achariout là-dessus, on est sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui est allé dans les usines, il sait que dans l'usine, on ne fait que des champignons, que des légumes, jamais de viande, jamais de poisson, jamais rien. Donc, on peut les prendre. Une autre chose aussi qui est très chachouv à savoir, une aventure qui est arrivée dans une famille, c'est que donc la nounou peut préparer à manger pour les enfants. Il n'est pas au courant de ce problème. Donc elle allait à 5 heures chercher les enfants, elle leur donnait à manger et les parents rentraient 7 heures à 8 heures le soir. Elle fait bouillir du lait. Quand ils l'ont su, ils m'ont dit « Ah, c'est catastrophique, toute la vaisselle de lait est fichue. » Alors j'ai dit non. Le lait, l'eau, les liquides de manière générale sont buvables crus. L'eau, ça se boit comme ça. Le lait se boit comme ça. On le fait par hygiène, pour d'autres raisons, on le fait bouillir. Mais ce n'est pas le fait de bouillir le lait qui le rend apte à la consommation. Donc, il n'y a pas de bijoux. On peut laisser la femme de ménage cuire le lait pour les enfants. L'eau, pareil. C'est la raison pour laquelle le café, le thé, qui est fait par les goïms, c'est cachère aussi. Parce que l'essentiel du café, l'essentiel du thé, c'est l'eau. C'est vrai qu'il y a le goût de thé, des feuilles de thé, le goût du grain torréfié, mais l'essentiel, c'est l'eau. Et l'eau cuite par les goïms, c'est moutarde. Encore une fois, j'insiste, parce que je ne veux pas qu'il y ait d'erreur dans ce que je dis.
Je parle d'un café, d'un thé qui a été fait dans des ustensiles et pas dans des fours avec du taref et tout, hein, je l'entends. Hein, c'est vraiment, on a vérifié que c'est un endroit où ils font que du café ou que du thé. Dans les machines, par exemple, toujours dans les machines, quelquefois, ils vous donnent du thé, ils vous donnent du café, et ils vous donnent aussi du café au lait ou du thé au lait. Donc, du lait. S'il y a du lait, il y a un problème de halavakoum, vous savez très bien. Donc, encore une fois, il faut vérifier. Je ne dis pas que ce n'est pas cachère, parce qu'on a vu des machines où les tuyaux étaient complètement indépendants. On peut trouver des solutions, mais je veux bien souligner le point que je ne donne un inter que dans les dynimes de Bichoulakoum. Je ne rentre pas dans les mélanges qu'il peut y avoir avec du lait, etc. Voilà donc la liste des aliments sur lesquels il n'y a pas le problème de Bichoulakoum. Une deuxième condition de l'interdiction, c'est que l'aliment soit chachouv. Après cette halakha, je vais écouter vos questions avant de passer à la deuxième partie du shiur. Mais déjà, je voulais vous donner déjà les manières de cuire pour éviter le bichoul goy. Et maintenant, les deux conditions pour soit kasher ou non kasher. Si un aliment n'est pas chachouv, il n'y a pas bichoul goy. Par exemple, les sardines, pendant très, très, très nombreuses années, la Keila Fou m'a acheté des sardines sans cher. Dès l'instant qu'on était sûr que l'huile était cachère, c'était cuit par des goyim. Des sardines, ce n'est pas chachouv. Chachouv, ça veut dire, le mot qui est marqué dans le Shulchan Aruch, dans la Gemara, c'est Olé Ashulchan Melachim. C'est un aliment qui monte à la table des rois. C'est quoi un roi? On est tous des rois. Kula Melachim. Ça veut dire, si je veux être mechabed, un invité, je veux faire du kavod, je fais un bon plat. Donc un bon plat, c'est quelque chose qui est meshoubar. Là, il y a bichoul goy. Mais je ne pense pas que si je veux être mechabed des amis, je vais leur donner des sardines. D'accord. Sauf si une fois on a envie de faire des sardines grillées, bon, alors c'est la fête, je ne suis pas mechabed parce que je leur donne un élément chachouv. Je suis mechabed parce qu'on fait un méchoui et puis on fait une simra. Ça, c'est déjà autre chose. Mais un invité chachouv, je ne vais pas lui donner une assiette de poisson avec des sardines, c'est évident. Donc les sardines, il n'y a pas. De manière générale, les céréales, les pop-corn, les chocolats, les bombas, et toutes ces choses-là, c'est cuit par les goyim. Mais ce ne sont pas des éléments. C'est bon, c'est délicieux, mais on n'est pas mechabed, un invité chachouv, un invité important, avec du chocolat, avec des bambas, avec des pop-corn, ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est la deuxième paramètre. Donc je vous répète, je vous résume, il y a bichougol dans les choses qui sont, premièrement, non mangeables crues, deuxièmement, une chose chachouv. Alors sachez une chose, je vais vous faire une liste maintenant des choses interdites. Là, je vous ai fait une petite liste des choses permises, interdites. La viande, c'est chachouv. Le poisson, c'est chachouv. Les pommes de terre, il y a bichoulakoum. Si un gars vous a fait des pommes de terre sautées, etc., on n'a pas le droit de les manger. On jette tout. Donc, il y a bichoulakoum. Les œufs. J'ai donné ça récemment comme halakha, mais j'ai dit qu'un problème. Je me dis, mais non, les œufs se gobent. Beaucoup de personnes mettent un petit peu de sel, et ils remuent un peu l'œuf, ils le mangent cru. C'est vrai. Mais les chachamim nous disent que c'est une achila à l'eda d'achat. C'est pas facile à manger. Il y en a qui le font, c'est bien pour la gorge, c'est bon pour la santé, mais c'est pas quelque chose qui se mange facilement. Donc, c'est pas considéré comme une achila normale. Donc, sachez que si un goy nous a fait une omelette, l'omelette, elle n'est pas cachère et la poêle doit être cachérisée. Voilà. Une omelette, les œufs, c'est interdit. Voilà. Ça, c'est donc les deux conditions pour que ce soit permis. Est-ce qu'il y a des questions? Avant de passer à la suite, dites-moi s'il y a des questions. Allez-y, messieurs, mesdames, je vous écoute. Vous avez dit les pommes de terre, il y a un problème de bichoulakoum, Oui. même si. Et donc, ça veut dire que du coup, c'est considéré comme un plat qui monte sur la table des rois. Oui, des pommes de terre sautées, bien sûr. Il y a des grands plats à la française, hein, c'est des grands gourmets, les Français. Il y a c'est sûr, des patates sautées et tout, c'est quelque chose de très chachou en France, bien sûr. D'accord. Ok. Alors, bon, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, vous m'arrêtez, je réponds à vos questions. Alors maintenant, il y a d'autres manières d'amener des aliments à la consommation que le bichoul
traditionnelle. Ce qu'on appelle le bichoul, c'est la cuisson à l'eau, la cuisson au four. Tzliya au bichoul. Donc, un morceau de viande, poisson cuit dans l'eau, ou bien rôti au four. Maintenant, si on amène Oui, Rav Zerbib, vous entendez? Une coupure là. Vous pouvez remettre votre micro, Rav Zerbib? donc, et la fumée, ça veut dire, c'est quand même important de savoir la chose suivante. Imaginez que vous ayez acheté du hareng fumé, du saumon fumé, n'importe quel poisson fumé. C'est fumé par des non-juifs, le poisson reste caché. Imaginez que vous ayez de la viande cachère, glatte cachère, shrita polubavitch, ce que vous voulez. Et vous voulez faire un Herscher, il y a une demande du public d'avoir de la viande fumée. On peut parfaitement laisser fumer cette viande par des non-juifs. Pourtant, finalement, la fumaison l'a portée à consommation, elle a transformé la viande. Mais ce n'est pas un bichoul chachou, c'est mevouchal, avec de la fumée seulement. Ce n'est pas un bichoul traditionnel, classique, donc c'est moutard. Donc, du saumon fumé, si on est sûr, c'est du saumon. Encore une fois, je ne m'engage pas pour savoir si c'est lui, je ne suis pas sûr. Mais si on est sûr, une personne va dans une usine, il vérifie, il y a une tonne de saumon, il vérifie que c'est du saumon, et il laisse les goyim faire la fumaison, faire la fumée. Hein, c'est dans des ustensiles comme ça, c'est des grosses machines, des espèces de fours à fumer, et bien il les laisse, c'est parfaitement permis. Une autre manière de manger des aliments, c'est par le salage. Vous prenez des anchois crus, ce qu'on achète, les anchois dans le commerce, c'est cru. C'est mis dans le sel ramollit la chair de l'anchois ou d'autres choses, et le fait d'être ramolli, être amené à la consommation par du sel, ce n'est pas considéré comme un bichou classique, donc c'est cachère. J'avance. Vous avez du hareng mariné dans l'huile et le citron. Encore une fois, en supposant qu'on a vérifié que les citrons ont été coupés avec des machines et que l'huile est cachère, encore une fois, je ne rentre pas dans la composition de la chose. Mais en tout cas, tout ce poisson de grosse consommation, un rat veut mettre un Herscher dans du hareng, il vérifie que le hareng est trempé dans de l'huile avec Herscher, que le citron a été coupé par des couteaux parfaitement cachers, et il laisse les goïms faire la fumaison, c'est cachère. Ou bien il le laisse faire la marinade, laisser le poisson mariner dans l'huile, ou dans le vinaigre, ou dans l'huile, ou dans le citron. C'est très bien, hein, vous laissez une tranche fine de saumon dans le citron, ça y est, c'est très rapidement arrive à être consommé. Eh bien, c'est la raison pour laquelle ça peut prendre très 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 longtemps. Bon, maintenant, on trouve pratiquement tout avec Herscher, mais pendant très longtemps, dans le monde ashkénaze, en Russie et tout, ils achetaient du hareng, ils achetaient toutes sortes de poissons chez les goïms. Et c'est les poissons qui faisaient mariner. Pourquoi? Parce que tout simplement, la marinade, c'est pas bichoul goy. Il n'y a pas l'interdiction de bichoul goy. Le ishoul, la fumaison, pareil. La salaison, pareil. Voilà. Donc ça, c'est le troisième grand partie du chiour, c'est que bichoul goy, c'est seulement le vrai bichoul, ou à l'eau ou au four. Maintenant, je vais passer à d'autres halachot
je vous ai déjà suggéré que le Bishul Goy, c'est un Issour Chamour qui va jusqu'à interdire les ustensiles. C'est un Issour des Rabbanan. On pourrait imaginer qu'un Issour des Rabbanan, les Chachamim sont Mekilim, permettent. Non. Si, comme je vous ai dit, la femme de ménage, vous fait une omelette dans une marmite, dans une poêle, la poêle, il faut la cachériser. Si elle vous a cuit du lait, allez, petit exercice, messieurs, mesdames. Elle vous a fait bouillir le lait dans la casserole, pas de problème. Et le lait est cachère, et la casserole est cachère. Pourquoi? Simplement parce que c'est Nechal Chai, le lait mangeable cru. Mais si il vous a fait autre chose, poisson, viande, etc., pommes de terre, comme j'ai dit, il faut cachériser. Donc, une personne qui a eu une catastrophe chez lui parce que ça fait longtemps que les nounous des enfants faisaient à manger aux enfants, je lui ai dit de tout cachériser. Il m'a dit, mais je vais jeter la moitié de ma vaisselle. Alors là, retenez ce que je vais vous dire. On ne jette rien lorsque une vaisselle a été invalidée par Bichoulakou. Les Chachamim ont été mekil parce que tout ce que je vous enseigne aujourd'hui, c'est mamash, une mishmeret, c'est une garde, une barrière que les Chachamim ont fait, mais que nos sages ont fait seulement. Donc, ils se sont donné le réchout, la permission eux-mêmes, de dire que on va faire certaines coulottes, certaines permissions. Donc, on a permission, alors c'est frappant, toutes les matières, même celles qui ne sont pas cachérisables dans les Issourim, dans les interdictions traditionnelles, viande non cachère, bassar bechala, etc., etc., toutes les matières qui ne sont pas cachérisables sont cachérisables pour Bichoulakou. Ils sont cachérisables quand il y a un aliment qui a été cuit par un non-juif dans ses ustensiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons dit de la viande, des omelettes, du poisson. Ça a été mis dans des assiettes en porcelaine. Si c'est une assiette en porcelaine viande, dans laquelle on a mis du fromage bouillant ou du lait bouillant, ce n'est pas cachérisable. Vous la jetez ou vous la donnez à un non-juif. Si on a mis de la viande cuite par un non-juif, du poisson, une omelette, on l'a mis dans de la vaisselle en porcelaine, on peut la cachériser. Comment? Il faut faire 3 fois agala. On met une grosse marmite, on remplit d'eau, on fait bouillir l'eau, on met les assiettes après avoir attendu 24 heures, 24 heures après la consommation du mets qui était interdit, et puis on la met dans la grosse marmite. Ensuite, on la passe à l'eau froide, et on recommence une deuxième fois. On repasse à l'eau froide, on commence une troisième fois, 3 fois. Bon, c'est un petit peu galère, c'est un petit peu pas facile, mais au moins vous avez sauvé votre vaisselle. Alors, vous savez, des fois, nous avions de la vaisselle Khashouba, pas forcément en aluminium, dans des matières qui ne sont pas forcément cachérisables. Donc, dans Bichoulakoum, tout est cachérisable. Ce qui est cachérisable, qui est en fer et tout, c'est de manière traditionnelle, agrala, liboun. Bon, à l'occasion, je vous ferai un shiur complet sur la manière de cachériser. Mais ici, en l'occurrence, toutes les matières sont cachérisables. C'est comme ça que nos Chachamim disent, c'est comme ça, c'est Nisak, Beshulchan Aruch. Est-ce qu'il y a des questions sur cela? Allez-y. Pas de questions? Pas de questions. Pas de questions. Bon. Ok. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais finir par une halakha très, très chachouba dans ce que je viens de dire. Et Bezat Hashem, la semaine prochaine, on fera une chazara, une révision générale sur le shiur d'aujourd'hui. Et je vous apporterai quelques éléments complémentaires et surtout les questions que j'ai pu avoir. Parce que c'est l'avantage, après des années de chimouche et de rabanout, bon, on a des questions qui sont intéressantes et récurrentes qui arrivent souvent. La question qu'on va demander aujourd'hui, qu'on va traiter là pour conclure le shiur, c'est que fait-on si on achète de la nourriture chez des non-juifs, bien sûr, à l'épicier, à l'épicerie, sans hercher, bien sûr. Encore une fois, c'est pour les Israéliens, je ne sais pas si ça existe beaucoup d'aliments sans hercher. Je crois que même l'eau, vous laissez avec hercher, le coca, c'est avec hercher. Ok,
Baruch Hashem pour vous. En Chutz La'aretz, on n'a pas ce mazal-là d'avoir tout avec Kasher. On veut acheter du couscous précuit, du riz précuit. C'était précuit. Est-ce qu'on a le droit de l'acheter et de le faire cuire? S'il est précuit, donc il a été bien un petit peu apte à être mangé, souvent c'est à l'étuvée ou par d'autres méthodes. Et encore une fois, je parle qu'on est sûr, il y a des gens qui ont vérifié que ça a été précuit, mais dans des ustensiles où il n'y avait que du riz, que du couscous, que des... C'est précuit. Maintenant, je voudrais acheter du riz et continue la cuisson. Je le mets au four, je le mets dans de l'eau, je le refais cuire. Est-ce que le fait que je termine le bichoul, ça permet, entre guillemets, ça cachérise la chose, si vous voulez, en quelque sorte. Mais sachez que sur ce, il y a une grande discussion. Si un Israël, un juif, il a cuit un aliment au moins à moitié, et on peut être méquille même s'il a fait que le tiers. Suivez bien, demande à une cuisinière, elle dit que ce morceau de viande, la cuisinière dit ce morceau de viande, il lui faut 1 heure de cuisson. Et vous-même, vous avez cuit la moitié, c'est-à-dire une demi-heure. Puis, vous ne voulez pas finir la cuisson, vous avez éteint le feu. Ou bien, vous avez cuit seulement, en cas de besoin, on pourrait être méquille même, comme cette deuxième chita, le tiers de la cuisson. C'est-à-dire, sur 1 heure, ça a été cuit pendant 20 minutes seulement. Puis, la maman, elle a éteint, elle a dit, bon, ben, ce soir, je remettrai le plat à cuire, tout est prêt, tout est assaisonné, je l'ai cuit au tiers ou à moitié, je vais finir la cuisson. Il se trouve que la femme de ménage, elle finit la cuisson. Donc, vous avez fait le tiers ou la moitié de la cuisson, et le reste a été fait par la Goya. Dans la mesure où vous l'avez amené à consommation, même Betocha, un tiers, une moitié, c'est pas bien bon encore. Mais comme vous avez participé déjà au début de la cuisson, d'après tous les avis, si le goy finit, c'est moutard. Donc on peut, à la limite, une personne qui aurait fini une partie, le tiers de tous les baies qui sont à la cuisine a été cuit au tiers, on arrête tout et on laisse la femme de ménage finir. C'est moutard. Ça, c'est d'après tout le monde. Mais je n'ai pas résolu mon problème de pré-cuit. Par contre, l'inverse, quand le début a été fait par le goy et que la fin est faite par le juif. Là, il y a une marloquette dans les poskim. Il y a une marloquette entre le Mechaber et le Rama. Pour le Rama, donc pour les Chassidé Chabad aussi qui suivent le Rama, si le goy a cuit même la moitié, à plus forte raison s'il n'a fait que le tiers, c'est le cas du pré-cuit. Quand c'est pré-cuit, il faut encore recuire, ce n'est pas tout à fait mangeable. C'est déjà bien ramolli, mais ce n'est pas entièrement cuit. Et que le juif finit la cuisson, il finit les 2 tiers ou même que la moitié. Donc si vous achetez du riz pré-cuit, c'est évident qu'il y a encore du travail à faire pour le rendre comestible comme il faut. C'est aussi cachère. Donc là, je vous dis un grand chidouche, je vais mettre, si vous avez bien attrapé. Je suis en train de vous dire que maintenant, un aliment pré-cuit par des non-juifs peut être acheté, il est cachère et on finit nous la cuisson. Intéressant comme halakha. Et comme de plus en plus on trouve maintenant, pour diverses raisons, parce que c'est plus facile, les gens maintenant c'est le fast-food, ils aiment bien acheter des aliments que juste un petit réchauffage, ça suffit. C'est quand même très intéressant de savoir que tous les aliments pré-cuits, on peut les acheter et continuer la cuisson, et ça restera cachère, et on n'aura pas le problème de bichoulakou. Encore une fois, c'est la énième fois que je répète ça, je parle bien sûr qu'on a vérifié qu'il n'y a pas de produits non cachères dans mon riz ou dans mes légumes. Donc il y aurait des légumes, très souvent ça se fait. Le pain parfois, je reviens au pain. On achète de plus en plus maintenant du pain qui a déjà été pétri, qui est un peu passé au four, mais il est tout blanc, vous voyez, il est tout blanc, il est passé un tout petit peu au four, c'est à peine grillé à l'extérieur, il est tout blanc, et quand on l'achète, on le passe au four et il sort chaud et délicieux. Ça aussi c'est bien parce que ça a été cuit à peine, ça a été cuit au tiers, c'est mangeable, il est mangeable, il est un peu cru, mais il est mangeable ce pain, mais
nous, on le remet à notre four pour le manger. Ça aussi, c'est cachère. Question, Rabbi. Allez, je vous écoute. On voit souvent, bon, je n'ai pas acheté, mais de la tomate pelée à l'eau. Et des fois, c'est avec basilic. Il y a une épice basilic avec. Est-ce que c'est permis ou pas? A priori, je ne vois pas de problème. En général, quand j'achète de tels produits, je vérifie sur les listes, vous voyez. Et d'après ma connaissance des listes, le fait d'ajouter un épice, en plus, il ajoute cru, donc il n'y a aucun problème. D'accord, merci. Faites attention que dans les sauces tomates, c'est pareil aussi, dans la théorie, ça devrait être permis, mais dans les sauces tomates, on a entendu tellement de bruit que les sauces tomates qui sont faites en Italie sont faites dans des usines, ils font de la viande, donc on a l'habitude de prendre la sauce tomate avec Hercher, ça, hein, ça on a eu vraiment beaucoup de nouvelles négatives là-dessus. Mais pour le reste, pas forcément. Autre question? Rav, j'ai une question. Comment on peut savoir si à l'usine, ils l'ont cuit au tiers, au moitié ou peut-être moins? On ne peut pas savoir. Non, madame, je pense que si vous êtes une dame, vous faites la cuisine chez vous, quand vous achetez le riz, vous voyez parfaitement combien il est mangeable maintenant. Vous voyez? Et oui. C'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit, je l'ai goûté, je peux le manger. J'ai dit, oui, tu peux le manger, mais on est bien d'accord que c'est juste pour dire tu peux le manger, mais tu n'auras pas l'idée de le manger en l'état. Moi, non, bah non, il faut au moins 5-10 minutes. Et le but d'ailleurs, ils font une pub maintenant. Eux-mêmes veulent pour que leur riz soit bon, qu'on continue la cuisson. Donc, en général, dans le concept de pré-cuit en France, c'est moins que la moitié. Donc, l'utiliser d'abord. Ah, très bien. Voilà. Et je peux vous poser une question allez-y, madame, allez-y. Sur Shabbat, juste sur Shabbat. J'ai été invitée chez quelqu'un et pour réchauffer un plat cuit et solide, elle a juste retourné une assiette à soupe, elle a posé dessus. Est-ce que ça suffit ou alors il faut une hauteur, une plus haute hauteur? Vous avez compris? Très bien compris, madame. Et elle a mis sur la plata? Oui, c'est-à-dire, elle a pris une assiette à soupe, elle a retourné sur la plata et par-dessus, elle a mis son plat. Sur la plata, madame, il y a beaucoup de culottes sur la plata. Il y a le Rav Wosner, beaucoup de grands poskim qui disent qu'une assiette retournée sur la plata, c'est suffisant pour faire le équerre. Oui, c'est suffisant, madame. Ah, alors, c'est sûr que nous, on a pris l'habitude de mettre sur les marmites. Je comprends très bien votre question. Mais après recherche, on voit que les grands poskim sont sur la plata, je dis bien, c'est pas stam sur un feu. Mais sur la plata, déjà, vous savez que la plata, déjà, ça discute si on a le droit de mettre directement. Nous, on est marmire. Mais si on a et la plata et une assiette recouverte, c'est sûr qu'on peut. Ah, merci. J'avais une question sur Bichoul Goy. Si jamais il y a un Goy qui a cuit à 100% un mets et qu'il a été congelé après, et que du coup, en l'état, il est impossible de le manger puisqu'il est congelé, si jamais c'est un juif qui le refait cuire pour le rendre mangeable, est-ce que ça le rend permis à la consommation? Non, Bepachut, non. Bepachut, non. Ok. Une question, Rav. Ma femme pose la question, mais je ne sais pas c'est quoi, à l'étuvée. Vous savez c'est quoi, à l'étuvée? Oui, alors l'étuvée. Oui, j'avais laissé ça pour la semaine prochaine. Ah, d'accord. Non, mais je vais quand même. C'est bien. De toute façon, il y a un grand clal. Chazorba ve Chazorba. Vous avez remarqué que je me répète. Un enseignant, il doit répéter. Parce qu'au même chiour, certains ils écoutent 80%, 90%, donc il faut toujours répéter. C'est un grand clal. L'étuvée, c'est des aliments qui sont dans des boîtes et qu'on met dans une étuve. Une étuve, c'est un grand ustensile où il y a de la vapeur d'eau. D'accord. Alors, l'étuvée, il y a un côté que ça ressemble au bichoul, parce que la vapeur d'eau, c'est finalement de l'eau, des gouttelettes d'eau. Donc, ça ressemble à un bichoul dans l'eau. D'un autre côté, ça ressemble à la fumaison, à Ishoun, les HN, parce que finalement, c'est des petites gouttelettes, ça ressemble un peu à la fumée. Donc, les grands poskim discutent, est-ce qu'on a le éther de la fumaison, bien c'est interdit comme bichou. C'est une discussion, c'est Marc Loquet dans les poskim. Rav, vous avez quoi? De la maison? C'est quoi la maison? Non, la fumaison, c'est cuire au feu. Ah, fumaison. Fumaison. Ah, d'accord, Alors, cette darga de l'étuvée, c'est entre la fumaison, c'est entre la cuisson à la fumée et la cuisson à l'eau. C'est entre les deux. Donc, il y a des poskim qui disent c'est comme l'eau, c'est interdit. Il y en a qui disent que non, c'est comme la fumée, c'est permis. Alors, dans le milieu Haredi, on a l'habitude d'être marmire. On ne prend pas les boîtes. On ne prend pas les cuvées.
Mais beaucoup se permettent, hein, des gens, des pieux, hein, des gens, des pratiquants qui se permettent. Alors, ils ont plusieurs. Alors, excusez-moi, Rav, c'est là pour moi que je comprenne, moi, une conserve d'haricots verts, c'est étuvé, ça? Voilà, toutes les Ah, c'est conserves, ça. toutes les boîtes de conserve, les fruits en conserve, c'est Mais là. C'est clair? Mais nous, en Eretz, c'est bon. Je ne sais pas. Est-ce que... Mais je pense qu'en RS, vous avez tout avec Hercher. Oui, bien sûr. Donc, je parle de Oui, oui, aucun bien sûr. problème. Il n'y a aucun problème en RS Israël. Ah, d'accord. Je Ah, parle c'est que pour les la trucs, France. On a les très peu trucs de Bonduel, les légumes. trucs casse-grains, les trucs Bonduel, les trucs comme ça. Voilà, exactement. En France, on n'a que ça, Bonduel. Ah, d'accord. C'est ça le problème qu'on a en France. On a Et au niveau congelé, on a beaucoup de choses de roule. Les épinards, tout ça permis en galet, là, les trucs comme ça. Alors, bon, ça, c'est déjà une autre question. Hein, alors, d'accord, la semaine prochaine. Je vais vous répondre, non, mais ne vous inquiétez pas. Non, je ne veux pas que les gens s'embrouillent. On n'est plus dans Michel Goy. Je vous réponds quand même. Les épinards, il faut faire extrêmement attention, pas pour l'épinard lui-même. Ce qu'on fait attention à l'épinard, c'est qu'on a toujours peur des tolaïm. Donc, quand vous achetez en galet, ils sont déjà un peu écrasés. Donc, il y a une aura chez beaucoup de rabbanim. Bon, peut-être qu'il faut demander à votre rab. En tout cas, si c'est, vous me demandez, moi, je vous dis comment. J'ai des oraot de rabbanim qui m'ont dit. Je suis en train de demander à mon rab, là. Voilà, alors je vous réponds. Qu'est-ce que nous, on a l'habitude à la maison, on achète les galets, on les achète, mais on les réécrase. Ah. Ce qui fait que si. Qu'est-ce qu'on gagne? Une fois que ça décongèle, vous voulez dire? Oui, une fois que c'est décongelé, on les réécrase. Qu'est-ce qu'on gagne comme ça? Comme ça, s'il y a une tolade, s'il y a un petit verre, on ne sait jamais. Même qu'ils sont Becheskat, normalement, il n'y en a pas. Mais au cas où il y en aurait, si on les écrase, ils sont battels. S'ils sont chalem entiers, on dit c'est bria, une créature entière, l'autre est là. Mais si on l'écrase, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Ok. C'est bon? On reviendra un petit peu sur ça la ouais. semaine prochaine et on passera aussi à notre sujet. Alors, messieurs, bonne semaine, en bonne santé. Intéressant. Tout le monde. Vous êtes fait vacciner, monsieur Rav Zerbib? Pardon? Vous êtes fait vacciner? Je suis vacciné, ouais. Je suis vacciné. Ah bah alors, vous m'avez dit que vous venez chez nous quand vous êtes vacciné. On vous attend. Avec plaisir. En tout cas, rappelez-vous ceux qui n'étaient pas là au début du shiur, rappelez-vous ce que j'ai dit. Il faut toujours voir les choses bien. Lire Otov. Et si le bien il est en toi, tu le donneras. Ça, c'est sûr et certain. C'est clair. Allez, bonne soirée, messieurs. Au revoir.